Évidemment avec Yvan, avec Véronique Jacquier, il nous a rejoint sur le plateau Pierre-Marie Sèvres. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice, association qui a été créée en 2007. Vous revendiquez 190 000 sympathisants. Pourquoi avoir invité Pierre-Marie Sèvres, Yvan ? Écoutez, je ne voudrais pas faire injure à l'ensemble des juges, mais on voit bien quand on constate le comportement de la justice qu'il y a un problème de laxisme à tout le moins et que la justice n'arrive plus à répondre, en tout cas, à la folle envolée de la violence et qu'elle est les bras ballants, d'autant qu'on entend souvent M. Dupond-Moretti fustiger le Rassemblement national, on vient d'en parler tout à l'heure, mais qu'on n'entend pas souvent se préoccuper de savoir comment, effectivement, la justice doit répondre à cette violence qui devient une violence civilisationnelle. Donc il y a un véritable problème. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité, monsieur, parce que vous êtes un expert, vous avez un think tank, vous vous intéressez davantage d'ailleurs aux victimes qu'aux coupables, si je puis dire. D'ailleurs, pour ceci, vous êtes plutôt classé à droite. Et vous avez entamé une procédure devant le tribunal administratif pour remettre en cause l'État pour insuffisance sécuritaire, en calquant votre procédure sur la procédure des Verts qui avait fait condamner l'État pour insuffisance climatique. Inaction, le mot précis. Inaction, pardon, inaction. C'est le même ordre d'idée. Voilà. Et donc, d'abord, je voulais savoir si cette procédure a des chances d'aboutir et quels étaient vos griefs. Alors, déjà, pour faire une toute petite chronologie, on a mis pas mal de temps. Vous savez que le temps judiciaire est toujours très, très long. C'est un peu notre faute aussi, puisqu'on a pris notre temps pour élaborer un groupe de travail, élaborer des bons arguments juridiques en fait et en droit pour nous, ce qu'on demande, donc, cette condamnation de l'État pour inaction sécuritaire. Donc, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé le projet. Et là, donc, ça fait à peu près 2 mois, donc toute fin mars, début avril, que le tribunal administratif, on a déposé la requête officiellement au tribunal administratif de Paris. Et dans la foulée, 1 semaine plus tard, le tribunal administratif nous a dit que nos pièces, donc les conclusions de notre avocat, qui est Maxime Thiebaud, que vous connaissez, ont été transmises à la partie adverse, c'est-à-dire le gouvernement. Et donc ça, c'est plutôt un premier signe annonciateur que l'action au fond, sur le fond de l'affaire, devrait pouvoir être entendue. Maintenant, on attend la recevabilité. Il y a l'examen de la recevabilité. Ça, c'est une question qui est finalement pratiquement politique. On pourrait nous dire, oui, selon les statuts de votre association, vous n'avez pas le droit d'engager ce type d'action. Bref, on peut trouver des questions un petit peu de forme qui pourraient attaquer, avant même qu'on ne l'examine, notre procédure. Et puis ensuite, on peut espérer que d'ici 1 an, on ait une première décision du tribunal administratif de Paris. Mais là, je peux vous dire tout de suite, si la décision s'avérait nous être défavorable, nous ferions appel et ensuite nous pourvoirions en cassation jusqu'à ce que toutes les voies d'appel soient terminées. Parce que chaque minute, chaque jour qu'on perd, chaque minute qui passe, ce sont des nouvelles victimes qui sont créées et, à notre avis, et à l'avis de beaucoup de monde d'ailleurs, par l'inaction et par l'incompétence de l'État français. Donc vous laissez entendre que l'État, presque volontairement, a baissé les bras face à la violence. Je ne pourrais pas dire volontairement. Ce que je peux dire, c'est que l'incompétence. Moi, je pense que le maître mot et le mot minimum qu'on pourrait employer, c'est une incompétence, ne serait-ce que sur les places de prison. Alors là, on a depuis le premier quinquennat, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on avait une promesse de 15 000 places. En 5 ans, finalement, on est à 2 000 places construites, c'est-à-dire même pas 2000 places nettes. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir être très attentif. C'est qu'Emmanuel Macron nous promet 15 000 places construites. Il ne nous promet pas 15 000 places de plus à notre parc carcéral actuel. Donc simplement sur le nombre de places de prison et voir avec quelle lenteur ça s'est mis en place. Je pense que François Hollande avait construit plus de places de prison qu'Emmanuel Macron en un quinquennat. Donc vu cette lenteur, oui, je pense que c'est au minimum de l'incompétence. Si vous étiez médecin et si vous étiez au chevet de la justice, qui en aurait bien besoin d'un médecin, quel serait le diagnostic que vous porteriez sur elle ? C'est intéressant comme question. Je pense qu'elle est... Alors, ce n'est pas un scoop, elle n'est pas en bonne santé. Et peut-être que la maladie que je diagnostiquerais, ce serait la sénilité. Peut-être même une maladie type la schizophrénie ou quelque chose comme ça. Parce que la justice, c'est tirer une balle dans le pied, si vous voulez. Depuis les années 50, en gros, il y a toute une théorie dans le monde de la justice, dans le monde universitaire. Ce sont des grands professeurs en droit, des grands magistrats, des grands théoriciens du droit, qui ont mis en place une espèce d'idéologie qui portait le nom à la base dans les années 50 de défense sociale nouvelle, qui est assez inconnue du grand public, mais qui dans le monde du droit a fait beaucoup d'émules malheureusement, et particulièrement dans le monde de la justice. Le monde du droit, c'est pas uniquement la justice judiciaire,
c'est-à-dire les juges, mais c'est aussi les avocats, enfin bref. Et donc cette théorie-là, qui a eu un énorme essor dans les années 60-70, sur le plan intellectuel, a eu une confirmation politique dans les années 80 et 90, sous les 2 septennats de François Mitterrand. Et ce qui fait que... et cette idéologie-là, là où je parle de schizophrénie, c'est que, si vous voulez, moi, quand j'ai traditionnellement une peine de prison, une peine en justice, elle a plusieurs fonctions. Alors, elle a la fonction de neutralisation, c'est-à-dire que la personne qui est mise en prison ne peut pas commettre d'autres délits puisqu'elle est en prison. Elle a une fonction de dissuasion, pour agir sur les autres potentiels criminels ou délinquants. Elle a une fonction de rétribution, ça c'est très important, c'est la société qui décide de se venger d'un coup de canif dans son pacte social. Elle a ensuite une fonction de réparation et une fonction de réinsertion. Et le problème, c'est que cette défense sociale nouvelle nie les 4 premières fonctions et ne se concentre, elle le dit, c'est dans le livre de Marc Ancel, qui est le pape de la défense sociale nouvelle, elle dit il n'y a qu'un intérêt à la peine, c'est la réinsertion. Et ça, je pense que c'était une rupture dans la pensée judiciaire, dans la pensée du droit pénal et de la Qui demeure encore aujourd'hui. C'est toujours cette même perspective que vous voyez à l'œuvre. Alors, c'est difficile de dire, c'est pas tout noir ou blanc. C'est dire, c'est une pensée qui a eu énormément de poids et qui, moi, par exemple, j'ai fait mes études à la Sorbonne dans un master qui forme traditionnellement, qui forme beaucoup de futurs magistrats. Moi, tout au féminin pratiquement. Mes camarades de promotion sont devenus magistrats ensuite, donc j'en connais beaucoup. Et effectivement, moi, dans ce master, j'ai pu constater qu'à l'université, on avait une approche très très proche, si ce n'est exactement celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire que la réinsertion est la seule chose qui compte. Et diriez-vous que le syndicat de la magistrature est l'héritier de cette théorie-là ? Complètement. Alors, le syndicat de la magistrature est l'héritier de deux courants idéologiques. Premièrement, cette théorie-là qui place la réinsertion en priorité avant toute chose et qui nie l'intérêt de la prison. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Le syndicat de la magistrature est fondamentalement, politiquement, marxiste. Vous prenez encore le logo aujourd'hui du syndicat de la magistrature, c'est un point rouge levé en l'air. Donc, et ils s'en revendiquaient dès leur premier texte ils voyaient la justice comme un moyen de faire de la politique, ils le disaient. Et c'était, alors les mots qu'ils utilisaient, c'était combattre la bourgeoisie par la justice. Et donc c'était la harangue d'Oswald Bodo, la femme. Exactement, c'est exactement ça. Donc privilégier la femme au mari, privilégier le voleur contre la police, privilégier, enfin bref. Donc vous faites le procès dans le fond à la justice, à une partie de la justice, à une partie des juges d'être fortement idéologisés. C'est bien ce que vous nous dites. Oui, une partie des juges. Alors, aux dernières élections, enfin, les élections professionnelles en général, ça donne un peu un thermomètre de ce que pèse le syndicat de la magistrature et ses idées. C'est entre 25 et 35% des voix, ce qui est quand même non négligeable. Et donc, non seulement il y a les magistrats, mais il y a aussi les politiques. Les politiques sont loin d'être exempts de tout reproche dans le fonctionnement actuel de la justice. Je vous donne un seul exemple, ce sont les aménagements de peine ab initio. C'est-à-dire que c'est un mécanisme unique au monde, en tout cas à ma connaissance, lors d'un procès, en France, jusqu'à 2 ans de prison ferme. Ça a été changé pour 1 an, mais enfin le principe reste le même. Jusqu'à 1 an de prison ferme, vous êtes condamné à 1 an de prison ferme, vous n'avez pas le droit, le juge n'a pas le droit de vous envoyer en prison. C'est dans le code, il y est écrit, 1 an de prison ferme. En fait, ça n'est pas de la prison ferme, ça n'est pas de prison du tout, c'est une peine automatique. Oui, on se paye de mots. Véronique Jacquier. Oui, quelles sont pour vous les réformes les plus urgentes et êtes-vous pour un modèle tel que le proposent les Pays-Bas, c'est-à-dire des peines de prison courtes, enfin, voilà, un modèle de prison où on est réellement enfermé, ne serait-ce que pour une durée courte, mais ça a son efficacité. Oui, alors je pense que le premier chemin de réforme, et je vais rejoindre ce que vous dites, c'est le nombre de places de prison. Voilà, tout le monde le sait, on commence enfin à le dire un petit peu, le nombre de places de prison est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide Normalement, on devrait décider du nombre de places de prison en fonction de la criminalité. Et aujourd'hui, même depuis 30 ou 40 ans, on décide de la criminalité en fonction du nombre de places de prison. Puisqu'on a tous les mois des circulaires du ministre de la Justice qui disent « Attention, messieurs les magistrats, attention, messieurs les juges, les procureurs, ne mettez pas trop les gens en prison puisqu'on n'a plus de place. » Donc c'est le problème principal. Et il nous manquerait, en gros, c'est très difficile de dire combien de places il faudrait. Aujourd'hui, on est à 62 000 places. Il y en avait eu 12 000 de promises, c'est ça? Il y en avait 15 000 de promises et il y en a eu 2 500 de construites. Mais entre-temps, on en a fermé, donc c'est difficile de dire combien il y en a. Et il en faudrait certainement autour de 100 000, Et comment jugez-vous l'action du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dont d'ailleurs la première visite, quand il avait été nommé, avait été de visiter un centre pénitentiaire.
Absolument, il avait été applaudi par les détenus. Alors, Éric Dupond-Moretti, moi j'ai coutume de dire que c'est un gant de fer qui contient une main de velours. C'est une main de velours, c'est-à-dire que c'est un gant de fer, il donne l'impression d'être très ferme sur beaucoup d'aspects. Enfin, rien que sa personnalité, il a l'impression de penser ce qu'il dit, quoi. Mais en fait, c'est une main de velours, puisque toutes les réformes qu'il a promises, nous on en avait vu quelques-unes, et l'Institut pour la justice a publiquement félicité le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, quand il avait annoncé des réformes positives. Typiquement la fin du rappel à la loi, typiquement la fin des aménagements de peine automatiques, ce qui fait que tous les ans, tous les prisonniers perdent 3 mois tous les ans, automatiquement, sans qu'ils aient rien à faire, sans même que ce soit observé par un juge. Eh bien, moi j'ai publiquement félicité le garde des Sceaux, et il s'est avéré qu'ensuite, dans le contenu de la réforme, eh bien, les rappels à la loi sont remplacés par un avertissement pénal probatoire qui est absolument la même chose, qui a juste changé de nom, plus long, plus compliqué à dire, plus difficile à retenir pour le public, donc peut-être que ça atteindra l'objectif du ministre. Et puis les aménagements de peine automatiques ont bien été supprimés, mais les autres aménagements de peine ont été allongés encore plus. Donc au final, on en arrive à... Et qui, dans la série des gardes des Sceaux de ces 30 dernières années, qui y trouve grâce à vos yeux, si je puis dire? Eh bien, pas beaucoup, effectivement, mais vous faites bien de poser la question. Il y a un ministre, vraiment un garde des Sceaux, qui a été exemplaire, qui a été vraiment extraordinaire, qui s'appelle Alain Peyrefitte, un académicien qui est aujourd'hui très connu comme le mémoricien de Charles de Gaulle, Oui. qui a été un ministre de la Justice. C'est peu connu, mais il a été ministre pendant 4 ans. Dans les années 80. Oui, fin des années 70, début des années 80, et c'est le plus long ministre, je crois, de Et toute qu'est-ce qu'il avait fait de mieux que les autres, alors? Alors déjà, dans comment dire, sa pensée et son terreau intellectuel, il y a une phrase, moi, que j'avais retenue d'un bouquin qu'il a écrit à la suite de son passage au ministère, qui était « La société a-t-elle le droit de punir ? La pensée dominante, c'est-à-dire la doxa dont je vous ai parlé, la défense sociale nouvelle, l'université, etc., le nie, le peuple l'exige ». Et tout le long de son livre, Alain Peyrefitte se place du côté du peuple. Et il décrit très bien ce fossé entre les demandes des Français. Les Français, ça fait depuis les années 80 qu'ils disent que la justice est trop laxiste. Ça empire chaque année, il y a de plus en plus de Français qui le disent, mais ça fait depuis les années 80, ça commence vraiment à remonter. Et jamais, depuis cette époque-là, la justice n'est allée dans le sens de plus de fermeté. À peu près jamais. Il faudrait qu'on me donne un ou deux exemples. Quelles seraient les réformes? Alors, je reviens un petit peu sur cette question-là. Vous avez répondu qu'il faudrait davantage de places de prison, mais j'imagine que ce n'est pas la seule réforme qu'il faudrait. Quelles seraient les autres grandes réformes essentielles qui pourraient faire en sorte que la justice redevienne, cesse avec ce laxisme institutionnel? Juste. Alors, ce que vous avez dit, ce dont vous avez parlé, les Pays-Bas sont un très bon exemple. Les Pays-Bas ont réussi à mettre en place une tactique, une technique qui était non plus comme en France d'attendre beaucoup de condamnations avant d'envoyer en prison, mais d'envoyer très rapidement en prison, mais pour des courtes périodes. Or, en France, on envoie pour des longues périodes, même si en fait tout est détricoté derrière, mais on envoie à la base, en tout cas pour des condamnations assez lourdes, mais on met beaucoup de temps. On peut être condamné plusieurs dizaines de fois avant de faire un séjour en prison. Ça peut arriver. Les Pays-Bas ont fait l'inverse, et leur population carcérale, qui était plus élevée que celle de la France par habitant au début des années 2000, sont aujourd'hui à pratiquement 2 fois moins que la France, mais avec beaucoup plus d'entrées et beaucoup plus de sorties. Quand on regarde les flux, les flux sont beaucoup, beaucoup plus importants. Maintenant, donc, les places de prison, c'est un peu le goulot d'étranglement de la politique pénale française, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les aménagements de peine tant qu'on n'a pas plus de places de prison, si ce n'est créer de la surpopulation carcérale, ce qui peut se comprendre aussi. Alors là, les détenus devraient plutôt se retourner contre l'État que contre la population. Mais donc la surpopulation carcérale empêche de faire un certain nombre de réformes, comme la fin des aménagements de peine, les peines planchées par exemple. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place, ces peines planchées. Et puis d'un autre côté, il faudrait combattre cette idéologie dont je vous ai parlé. À l'université, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de réformes à faire dans les statuts des magistrats. Aujourd'hui, le syndicat de la magistrature et les autres syndicats ont quand même une place... C'est un peu obscur, hein. Il y a quand même, à l'École nationale de la magistrature, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrisme. On sait que pour être maître de conférence, il faut être coopté par les autres. À partir du moment où il y a un certain club de pensée qui arrive à prendre le contrôle de l'École nationale de la magistrature, c'est compliqué de faire entendre d'autres voix. Bon, il est possible que le syndicat de la magistrature, en tout cas qu'une idéologie proche de celle dont je vous ai parlé, ait pris le contrôle de l'École nationale de la magistrature. Mais je pense aussi au CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a pas mal de réformes sur le statut des magistrats qui pourraient être faites pour leur permettre d'être plus impartiaux et plus justes.
Vous décrivez donc une sorte d'abandon qu'on retrouve ailleurs, d'abandon des citoyens face à une institution qui est censée les protéger. Est-ce que vous ne craignez pas, dans le fond, que l'on arrive à des sentiments d'autodéfense? Et est-ce que vous avez réfléchi aux limites de la légitime défense, dans le fond? Parce qu'on pourrait également se poser la question de savoir si le peuple, à un moment donné, n'est pas lui-même en état de légitime défense. Complètement. Alors, je connais bien le sujet de la légitime défense. C'est un sujet qu'à l'Institut pour la justice, nous travaillons beaucoup. Nous sommes... en fait, la légitime défense, c'est l'autodéfense. Elle est légitime. Il y a légitime défense quand l'autodéfense est légitime, ce qui peut arriver. Par exemple, on est attaqué chez soi de nuit avec quelqu'un qui est armé. Si on lui tire dessus, il y a légitime défense. Mais le phénomène général d'autodéfense, qui va plus loin que cette légitime défense, qui peut être par exemple, vous vous souvenez peut-être à Roanne l'année dernière, l'été dernier, il y avait un père de famille dont la petite fille avait été attouchée la nuit chez eux, et le père de famille est allé chercher le criminel, le pédophile, et il l'a retrouvé, et ils l'ont, alors je crois qu'ils l'ont passablement tabassé entre-temps, mais ils l'ont remis à la police. Mais donc ces phénomènes d'autodéfense, c'est certain que quand il n'y a pas de justice, c'est l'extrême auquel on arrive. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour ne pas y arriver, parce que ce n'est pas aux citoyens d'avoir les citoyens doivent être tranquilles dans leur bon droit. Ce n'est pas aux citoyens d'avoir à faire la justice, ça devrait être à des institutions de le faire. Mais malheureusement, c'est l'extrême qui arrive. Et tant que la justice ne fait pas son travail, il faut tout faire pour que les citoyens puissent au moins ne pas être poursuivis lorsqu'ils sont obligés de se défendre parce que la justice ne fait pas son travail. Et bien souvent, les cas de légitime défense, souvent c'est dans les cas de cambriolage, c'est parce que ces cambrioleurs ont été connus de la justice. Ils sont tous connus de la justice. Ils ont été libérés à un moment donné. Et donc, on est obligé, les citoyens sont obligés de parer à la justice. Et donc, la moindre des choses, c'est quand ils sont obligés de parer à la justice, aux défaillances de la justice, c'est de ne pas les poursuivre derrière. Ça me semble... Véronique Jacquier, il vous reste à peine 2 minutes. Oui, le pouvoir des juges, selon vous, est-il une réalité? On parle toujours du pouvoir des juges. Oui, alors il y a le pouvoir en matière de justice pénale dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Maintenant, il est certain qu'il y a un autre problème qui aussi, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler. Et heureusement, là, j'ai encore vu que Emmanuel Macron avait un petit différend avec le Conseil constitutionnel. Ça, moi, c'est quelque chose que la plupart des observateurs politiques observent. C'est que nous avons en France plusieurs cours suprêmes. C'est-à-dire que normalement, dans un ordre judiciaire, on a un tribunal, une cour d'appel et un tribunal suprême par-dessus. Eh bien, en France, il y a plusieurs ordres judiciaires et il y a plusieurs tribunaux suprêmes. C'est-à-dire que pour un même cas, vous pouvez aller voir la Cour de cassation, puis ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, puis ensuite la Cour de justice de l'Union européenne. Bref, on s'y perd. Il y a aussi le Conseil constitutionnel qu'il faut bien nommer. Et tous ces tribunaux suprêmes qui sont censés vraiment s'assurer que la loi était bien décidée par l'Assemblée, par le peuple, par le Parlement, ont décidé, depuis les années 70, pour le Conseil constitutionnel, de prendre des libertés et de décider. Et aujourd'hui, on peut le dire clairement, la politique d'immigration en France, elle est décidée, elle a été décidée, elle n'est plus décidée par plus personne maintenant, mais elle a été décidée dans les années 70 par la décision Gisti du Conseil d'État. Ouais. Et depuis cette décision Gisti, qui a été confirmée, donc c'était Conseil d'État confirmé par toutes les autres cours, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Le regroupement familial, exactement. Cette allusion, ça. Voilà, c'est ça. Qui est peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été le principal vecteur d'immigration depuis 40 ans. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Marissev. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Merci, cher Yvan. C'était très agréable cette émission avec vous également, Véronique Jacquier. Dans un instant, c'est Enquête d'esprit. Avec qui? Michel Onfray. Voilà, Michel Onfray qui va nous parler de l'âme, de sa conception de l'âme, et donc de l'immortalité. Eh bien, restez bien concentrés. C'est dans un instant sur CNews. Merci à toutes les équipes techniques.